Dans ce tutoriel, nous allons voir comment manipuler un petit peu plus en détail nos ND-arrays avec deux notions très importantes, l'indexing et le slicing. Tout d'abord, nous devons importer NumPy dans notre notebook. Rappelons-le, c'est l'utilisation du mot-clé Python import, suivi de NumPy, as np, np étant le nouveau nom que l'on vient de donner à NumPy. On exécute notre cellule et à présent, on va pouvoir s'intéresser à l'indexing. Alors l'indexing, c'est quoi? C'est récupérer un élément parmi nos ND-arrays. Pour ça, on va indiquer un index à la variable qui contient un array, et grâce à cet index, on va obtenir un élément. Prenons un exemple. Je vais instancier un ND-array de dimension 2, donc une matrice comme ceci, possédant 1, 2, 3, 4 lignes et 5 colonnes. Ici, je l'affiche, on peut voir qu'il y a bien 4 lignes et 5 colonnes. Maintenant, récupérons le premier élément de la matrice. Pour ça, on va utiliser le nom de la matrice ici, donc le nom de la variable qui est matrice, et entre crochets, on va donner le nom de l'index. Ici, l'index commence à 0, en effet la première ligne est à l'index 0, la deuxième ligne est à l'index 1, la troisième ligne est à l'index 2, et la quatrième ligne est à l'index 3. Ça, il faut bien s'en souvenir, que ce soit avec Python ou avec NumPy, quand vous avez un élément itérable, alors le premier index, c'est la valeur 0. Ici, exécutons notre cellule, et vous pouvez constater que l'on a un objet ND-array contenant 0, 1, 2, 3, 4. C'est notre première ligne ici de notre matrice. Alors, regardons justement le type de matrice 0 pour se convaincre que l'on a bien récupéré un ND-array. Ici, j'utilise la méthode type de Python à laquelle je passe en paramètre matrice de 0. Et ici, on voit bien que l'on a un objet ND-array. Alors ça, c'est bien, on a récupéré notre première ligne, mais qu'en est-il d'un élément spécifique ici au sein de notre ligne? Comment le récupérer? Eh bien, c'est très simple, on va réutiliser le nom de notre variable matrice ici, et le premier élément entre crochets permet de récupérer la énième ligne, et le deuxième élément entre crochets permet de récupérer la énième colonne. Donc ici, si je tape matrice 0, 0, je vais récupérer la première ligne et la première colonne. Si j'exécute, vous pouvez voir ici qu'on a récupéré l'élément 0. L'élément 0, c'est bien l'élément qui est au tout début de notre matrice, à la ligne 1, colonne 1. Enfin, à la ligne à l'index 0, colonne à l'index 0, donc à la première ligne, première colonne. Il existe une autre écriture, vous pouvez tout simplement séparer ici vos deux indices par une virgule. À gauche de la virgule, c'est les lignes, et à droite de la virgule, c'est les colonnes. Et donc là, on récupère bien l'élément 0. Donc, que devons-nous écrire quand nous voulons obtenir le troisième élément de la deuxième ligne de la matrice ci-dessus? On va réécrire le nom de notre variable matrice, et on veut le troisième élément de la deuxième ligne. Donc on sait que la deuxième ligne, elle est à l'indice 1, puisque la première ligne est à l'indice 0, et le troisième élément, c'est-à-dire à la troisième colonne, et bien là, il est à l'indice 2. J'exécute, et on obtient la valeur 7. Alors regardons. Donc, deuxième ligne, donc on est ici. Troisième colonne, on est ici. C'est bien la valeur 7 qui est présente dans cette matrice à la deuxième ligne, troisième colonne. Que se passe-t-il si on indique un index qui ne correspond à rien dans la matrice? Donc regardons. Ma matrice ci-dessus possédait 4 lignes, donc des index pour définir nos lignes qui vont aller de 0 à 3 inclus, mais le 4 sera exclu. Donc si ici j'écris 4, 0, là on obtient un index erreur. En effet, la ligne à l'index 4 n'existe pas. Pourquoi? Eh bien nous avons la ligne 0, la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, mais il n'y a pas de ligne 4. Alors bien entendu, après tous les chiffres et nombres supérieurs à 4 eh bien, provoqueront une erreur ici pour nos lignes. Si je tape 90, on obtient également une erreur. Quant aux colonnes, le premier indice à partir duquel on va obtenir une erreur, c'est l'indice 5, vu que ça commence à 0, 1, 2, 3, 4. Donc il n'y a pas ici de colonne à l'indice 5. Ici, admettons que je tape 0, 5. On obtient une erreur. Encore une fois, nous avons cette index erreur, puisqu'en effet, il n'existe pas de colonne à l'indice 5. Alors, il existe une autre façon d'accéder à un élément dans un ND-array. Finalement, je vous l'ai déjà présenté.
c'était ici tout simplement d'utiliser la virgule. Donc je vous l'ai présenté avant, j'avais prévu une cellule spéciale ici, mais vous pouvez voir, là, j'obtiens l'élément à la première ligne, la deuxième colonne, donc qui est l'élément 1, et on peut voir ici qu'à la première ligne, deuxième colonne, nous avons bien la valeur 1. On va pouvoir s'intéresser à présent aux index négatifs. Pour accéder aux éléments de votre ND-array, vous pouvez utiliser un indexing négatif. Donc regardons ça. Je vais créer un vecteur contenu dans la variable vecteur, je vais instancier un ND-array, et ce vecteur contiendra 10 éléments. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, je peux afficher mon vecteur, et vous voyez, nous avons un array ici avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour récupérer le dernier élément du vecteur, nous pouvons utiliser l'index -1. Là, vous voyez que j'ai pu récupérer le dernier élément qui est la valeur 10 grâce à l'index -1. Alors comment ça fonctionne? Quand on lit notre liste dans le sens normal, cela débute à l'indice 0. Par contre, quand on débute l'indexing de notre liste par la fin, là, l'index commence à -1. Ce que ça signifie, c'est que si j'indique -1, j'obtiens le dernier élément, mais si j'indique -2, j'obtiens l'avant-dernier élément, ou plutôt, ou aussi le deuxième élément en partant de la fin. Là, regardons notre exemple, comment récupérer le quatrième élément en partant de la fin du vecteur? Eh bien, comme je vous ai dit, on peut utiliser l'indexing négatif, et ici, on va utiliser l'index -4. J'exécute, et on obtient la valeur 7. La valeur 7 est bien la quatrième valeur en partant de la fin. Vous pouvez voir 10 est la première valeur en partant de la fin, 9 la deuxième, 8 la troisième, et 7 la quatrième. Alors cet indexing marche également avec les matrices, donc on va prendre un exemple ici avec une matrice toute simple. Là, on a une matrice possédant 3 lignes et 2 colonnes, et si je veux obtenir la dernière ligne, je fais matrice de -1. Là, comme vous pouvez le voir, j'obtiens les valeurs 5, 6, donc j'obtiens le vecteur 5, 6, qui est bien le dernier vecteur de notre matrice. Je peux également obtenir le dernier élément du dernier vecteur. Ici, à droite de la virgule, je peux écrire -1, et là, vous voyez que j'obtiens le dernier élément du dernier vecteur de ma matrice, à savoir la valeur 6. L'indexing est très intéressant et très puissant, mais il existe quelque chose d'encore plus puissant pour récupérer plusieurs valeurs, et cette méthode s'appelle le slicing. Je vais instancier une matrice sur laquelle on va étudier le slicing. Donc cette matrice va posséder 5 lignes et 4 colonnes avec les valeurs allant de 0 à 19. Avec le slicing, ce que l'on va vouloir faire, c'est récupérer soit une colonne précise, soit une ligne précise, soit plusieurs lignes, soit plusieurs colonnes, soit le croisement de plusieurs lignes et de plusieurs colonnes. Ici, regardons comment récupérer les colonnes 2 et 3 de toutes les lignes. Autrement dit, nous voulons récupérer ici les 2 dernières colonnes dans leur intégralité. Pour ça, on va réécrire le nom de notre variable ici qui s'appelle matrice, et on veut toutes les lignes. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre un double point. Ce double point va indiquer à gauche de la virgule que l'on veut récupérer toutes les lignes. Cependant, les colonnes qui nous intéressent sont les colonnes à l'indice 2 et à l'indice 3. Ici, on va écrire 2, 4. Alors comment ça se lit? Lorsque vous avez un double point ici, un premier double point, là vous avez l'indice de début et là vous avez l'indice de fin exclu. Cette écriture veut dire je veux récupérer toutes les colonnes à partir de l'indice 2, donc l'indice 2 c'est la troisième colonne ici, jusqu'à la colonne à l'indice 4 exclu. Donc exclu, ça veut dire qu'on va s'arrêter à la colonne à l'indice 3. Et la colonne à l'indice 3 ici, c'est la dernière colonne. Là, pour les lignes, on récupère toutes les lignes. La virgule, pour nos colonnes, on récupère les colonnes 2 et 3. Donc là, si j'exécute, vous voyez que nous avons récupéré les 2 dernières colonnes, et nous avons bien les éléments 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, comme ici, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19. Très bien. On va prendre un deuxième exemple justement pour bien étudier le fonctionnement. Cette fois-ci, on veut récupérer les 3 dernières colonnes des 3 dernières lignes. Donc ce que l'on veut, c'est les valeurs 13, 14, 15, 9, 10, 11 et 17, 18, 19. Finalement, on veut ce carré 3 par 3 ici. Alors, on réécrit le nom de notre matrice. Je mets des crochets. On veut débuter ici notre ligne. Alors, il y a l'indice 0, l'indice 1, l'indice 2. Donc, on veut débuter à l'indice 2. Hop, on met un 2.
Ensuite, on sait qu'on veut récupérer tout le reste. Là, on peut simplement utiliser l'écriture double point et ne pas mettre de chiffre ou de nombre derrière. Si on laisse le double point comme ceci après un chiffre, eh bien cela veut dire qu'on veut récupérer tout le reste. Je mets ma virgule pour dire qu'à présent, on va faire un slicing sur les colonnes, ou qu'en tout cas, on va travailler sur les colonnes. Et là, je veux les 3 dernières colonnes. On va donc commencer ici à l'indice 1, et on va récupérer toutes les colonnes. Là, si j'exécute, vous voyez que nous avons bien notre carré contenant les 3 dernières lignes et les 3 dernières colonnes, plutôt notre matrice 3, 3 ici, avec les valeurs 9, 10, 11, 13, 14, 15 et 17, 18, 19. Alors, ça c'est une solution qui est peu verbeuse. Il existait une solution un petit peu plus longue. Ici, vous pouvez mettre tout simplement matrice comme ceci, et là faire 2 double point 5 et 1 double point 4. Pourquoi? Je vous explique. Ça permet de bien visualiser ce que représente le double point. Le double point ici est un séparateur qui indique que à gauche, on part de quelque part et à droite, on arrive à quelque part. Donc là, on veut les lignes 2 à 5 exclues. Donc on va prendre à partir de la ligne à l'index 2 ici, puis la 3, puis la 4, et la ligne à l'indice 5, elle n'existe pas, mais justement, comme c'est exclu, eh bien ça ne soulève pas d'erreur. Donc on a bien ici notre slicing allant de la ligne à l'index 2 jusqu'à la ligne à l'index 5 exclue. Et comme nous avons 4 colonnes, le dernier indice c'est l'indice 4, donc là on veut récupérer toutes les 3 dernières colonnes, on part de l'indice 1, double point, et on va jusqu'à l'indice 4. En pratique, vous utiliserez plus souvent ceci, c'est-à-dire qu'une fois que vous récupérez tout le reste d'un élément, vous laissez tout simplement les doubles points et tout le monde vous comprendra. C'était juste que avec cette écriture, il est possible que cela provoque un déclic chez vous pour bien comprendre comment fonctionne le slicing. Alors le slicing, il est également valable pour un vecteur. Donc je vais instancier un vecteur qui va contenir 14 éléments, hop, comme ceci. Donc on va l'afficher. Je vais faire un petit print du vecteur, comme ceci. Et là, admettons que vous vouliez récupérer les 4 derniers éléments du vecteur. Vous pouvez écrire vecteur, et là l'indice -4, double point. Et là, vous avez bien les 4 derniers éléments de votre vecteur. Rappelez-vous, l'indexing négatif indique que l'on part de la fin du vecteur, donc -4 indique que l'on part du 4e élément partant de la fin. Donc nous avons ici l'indice -1, l'indice -2, l'indice -3, l'indice -4, on part du 11, et le double point indique que l'on va jusqu'à la fin. Donc on part du 11, et nous allons jusqu'à la fin de notre vecteur. Juste pour vous montrer, mais nous aurions pu ici utiliser un indice positif. Donc là, nous avons l'indice 0, l'indice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, on aurait pu ici écrire vecteur 10, double point, et nous aurions eu le même résultat. Cependant, celui-ci est plus facile, je trouve, dans ce cas-ci, à calculer. Le slicing peut se voir également ajouter une petite fonctionnalité, un pas. Alors le pas, c'est le nombre d'éléments, c'est le pas avec lequel on va avancer parmi les éléments. Donc on va prendre ici un autre exemple pour que ce soit plus compréhensible. Je ne suis pas forcément bon pour expliciter les définitions. Donc nous avons ici un vecteur avec 14 valeurs, donc c'est le même que précédemment. Et là je fais un slicing. Alors ici on a l'indice de début. Quand on n'indique rien, c'est que c'est l'indice 0. À droite du double point, on a l'indice de fin. Quand on n'indique rien, c'est que l'on va jusqu'à la fin. Donc ici, ce double point-là indique que l'on récupère tout le vecteur. Et on a un deuxième double point, et après ce deuxième double point, on indique le pas. Ici, le pas est de 2. Cela signifie qu'on va prendre les éléments 2 par 2. Donc on va commencer par 1, puis on va aller à 3, puis on va aller à 5. Enfin, plutôt, je vais dire autrement, on va avancer parmi les éléments de 2 en 2. Donc ici, on va avoir tous les éléments impairs. 1, 3, 5, 7, 9, 11 et 13. Alors, regardons ici, récupérer tous les éléments aux indices pairs. Je vais écrire vecteur ici. Pour avoir une écriture complète, je vais l'écrire en entier ici. Donc, on part de l'indice 0 et on va jusqu'à la fin. Donc, le dernier indice, sachant qu'il y a 14 éléments, ça sera 14. Le deuxième double point est notre pas. Là, je mets un pas de 2. Et quand je fais CTRL-Entrée, là, vous voyez qu'on obtient ici nos éléments impairs, sauf que nos éléments impairs sont
aux indices pairs. En effet, le 1 est à l'indice 0, le 3 est à l'indice 2, le 5 est à l'indice 4. Donc, récupérer ici nos éléments impairs, c'est récupérer les index pairs. Et comme on démarre de 0, eh bien, on va faire indice 0, indice 2, indice 4, indice 6, indice 8, etc., etc. Pour récupérer tous les éléments impairs, là, ce qu'il aurait fallu, enfin, tous les éléments aux indices impairs, ce qu'il faut, c'est commencer à l'indice 1. Et comme ça, quand on va évoluer de 2 en 2, on va évoluer d'indice impair en indice impair, donc indice 1, indice 3, indice 5, indice 7, et ça va nous récupérer ici dans ce vecteur les éléments pairs, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. On peut également récupérer un élément sur 3. Là, je vais utiliser l'écriture courte du double point. Donc ici, mon premier double point indique que je récupère tout mon vecteur, et après le deuxième double point, j'indique le pas, et là, je fais un pas de 3. Là, j'ai parcouru tout mon vecteur en récupérant les éléments à chaque fois de 3 en 3, donc 1, 4, 7, 10, 13. Donc le slicing avec justement l'utilisation du pas est extrêmement puissant pour récupérer en fait n'importe quel groupe d'éléments dans un ND-array de dimension 1 ou dans un ND-array de dimension 2. À présent, on va voir comment assigner des valeurs à un ND-array. Je vais créer un ND-array de dimension 1 que je vais appeler une nouvelle fois vecteur, ne changeons rien. Donc je l'instancie ici et je vais lui passer la liste de valeurs 1, 2 et 3. Alors on peut afficher notre vecteur pour bien voir ici que nous avons le vecteur 1, 2, 3 et on va assigner une valeur à son dernier élément. Donc vous voyez ici le dernier élément est à l'indice 2. Ce que l'on peut faire, c'est utiliser l'indissage que nous avons vu précédemment. Par exemple, écrire vecteur-1 qui va récupérer le dernier élément et ici le mettre égal à 10. À présent, réaffichons notre vecteur. Et là, vous voyez, nous avions le vecteur 1, 2, 3 et nous avons à présent le vecteur 1, 2, 10. Bien entendu, si on peut utiliser un indice négatif, on peut utiliser un indice positif. Ici, le dernier élément, c'est l'élément à l'indice 2, donc cette écriture revient à la même chose. Il est possible de changer toutes les valeurs d'un vecteur une par une, donc je vais réinstancier un vecteur en dessous comme ceci. On va le mettre un peu plus grand, on va faire un vecteur de taille 5. Et là, il est possible de changer chacune des valeurs, donc je vais copier-coller le code que j'ai déjà préparé. Vous voyez ici qu'on a vecteur de 0 est égal à 5, donc ça veut dire que l'élément à l'indice 0 va valoir 5, donc le premier élément va valoir 5, l'élément à l'indice 1 va valoir 4, l'élément à l'indice 2 va valoir 3, l'élément à l'indice 3 va valoir 2, et l'élément à l'indice 4 va valoir 1. Réaffichons notre vecteur, et là vous voyez qu'après cette opération, 1, 2, 3, 4, 5, on obtient le vecteur 5, 4, 3, 2, 1. Donc ici, nous avons changé chaque élément de notre vecteur un par un. Bien entendu, pour ceux qui connaissent bien le langage Python qui font de la programmation, ceci aurait pu être résolu par une boucle. Regardez, on va enlever ici ces lignes de code d'affectation et on va écrire for i in range 5. Cela signifie qu'on va parcourir les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, le 5 étant exclu. Et là, pour vecteur de i, on va récupérer la valeur 5 moins i. Donc quand i vaudra 0, on fera vecteur de 0 est égal à 5 moins 0, donc ça donne 5. Quand i vaudra 1, on associera vecteur de 1, 5 moins 1, donc 4. Quand i vaudra 2, on associera à vecteur de 2 la valeur 3, 5 moins 2, ça fait 3. Ensuite, quand i vaudra 3, on associera la valeur 2 puisque 5 moins 3 ça fait 2, etc. etc. Et donc là, vous voyez que l'on obtient le même résultat. Nous avions le vecteur 1, 2, 3, 4, 5. Et à présent, nous avons le vecteur 5, 4, 3, 2, 1. Ici, on n'est pas obligé de coder la valeur en dur. On aurait pu tout simplement ici écrire vecteur.shape. Et là, de 0. Donc rappelez-vous, le shape, cela donne la longueur de notre vecteur, le nombre d'éléments, donc là nous irons jusqu'à 5, et si nous changions ici le nombre d'éléments, eh bien cela va changer ici le range pour changer tous les éléments. Regardez, nous avions le vecteur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et après nous avons le vecteur 5, 4, 3, 2, 1, 0, moins 1, moins 2, moins 3. Donc ici pour obtenir les valeurs, hop, comme précédemment qui décroît jusqu'à 1, on peut également utiliser vecteur.shape de 0.
Et là, vous voyez, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc, grâce à l'indissage, déjà, nous savons comment affecter des valeurs à un vecteur, ou en tout cas à un élément spécifique d'un vecteur. Bien entendu, si cela marche pour un vecteur, donc un ND-array de dimension 1, cela va également marcher pour une matrice. Donc je vais instancier une matrice ici, nommée matrice comme d'habitude. Elle est constituée de 4 lignes et de 3 colonnes. Je vais l'afficher. Et je vais faire un petit espace après l'affichage de notre matrice. Et là, l'indexing, donc l'indissage, il va falloir indiquer deux indices, le numéro de la ligne et le numéro de la colonne. Je veux changer l'élément de la deuxième ligne, donc la ligne à l'indice 1, et de la troisième colonne, donc la colonne à l'indice 2, et je veux le rendre égal à 10. Réaffichons notre matrice, et là, vous voyez, alors print, eh oui, non, j'ai écrit print, c'est matrice. Et donc là, vous voyez, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et là nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 10, 7, 8, 9, 10, 11, donc notre valeur à la deuxième ligne, troisième colonne, a bien été changée. Vous pouvez bien entendu choisir, alors par exemple, première ligne, première colonne, et là notre 10 arrive au début, et vous pouvez également choisir, je ne sais pas moi, la dernière ligne, la dernière colonne, et là, nous avons le 10 ici. Vous pouvez faire l'avant-dernière ligne, dernière colonne, et là le 10 est ici. Donc là déjà, juste avec les indices, vous pouvez faire une assignation de valeur à n'importe quel élément, ce qui est puissant. Regardons comment changer toutes les valeurs d'une matrice de 2, et on va faire la même chose que nous avons fait pour le vecteur ici. Donc nous avons ici une matrice de 2 que je vais apporter hop, de ma notebook qui me sert de prompteur. Donc une matrice nommée matrice, avec un NP-array ici de 2, donc nous avons une première ligne constituée des valeurs 4, 3 et une deuxième ligne constituée des valeurs 2, 1. Et là, on va changer toutes les valeurs de notre matrice, donc je vais faire un copier-coller. On va changer la valeur à l'indice 0, 0, on va la mettre égale à 1. On va changer la valeur à l'indice 0, 1 et on va la mettre égale à 2. Donc 0, 1, ça veut dire première ligne, deuxième colonne. Ici, l'indice 1, 0, c'est la deuxième ligne, première colonne, on va le passer à 3. Et ici, l'indice 1, 1, c'est deuxième ligne, deuxième colonne, on va le passer à 4. Je fais un affichage de la matrice, et là, vous voyez que ma matrice 4, 3, 2, 1 est devenue 1, 2, 3, 4. Bien entendu, comme pour l'exemple précédent avec le vecteur, nous pouvons utiliser des boucles. Alors ici, je peux faire for i in range 2, et il va me falloir une deuxième valeur pour les colonnes, for j in range 2. Et là, tout simplement, on peut faire matrice de i, j est égal, et là, je ne vais pas m'embêter, je vais faire i plus j. Comme ça, hop, je peux supprimer ça. Et là, vous voyez que l'on obtient la matrice 0, 1, 1, 2. En effet, i vaut 0, j vaut 0, donc ça fait 0 plus 0, ça fait 0. I vaut 0, j vaut 1, ça fait 0 plus 1. Ici, notre valeur vaut 1. I vaut 1 et j vaut 0, donc 1 plus 0, cela fait 1. Et i vaut 1, j vaut 1, 1 plus 1, cela nous donne 2. Donc là, avec juste une imbrication de boucles, nous avons pu changer toutes les valeurs d'une matrice. Donc vous voyez déjà que juste avec l'indissage, on peut faire tout plein de choses. Bien entendu, on verra qu'avec le slicing, on peut faire des choses encore plus puissantes. Alors, regardons comment affecter une même valeur à toute une ligne d'une matrice. Ce que je vais faire, c'est que, encore une fois, je vais copier une matrice provenant de mon notebook prompteur. Et vous voyez ici que nous avons une matrice constituée de 1, 2, 3, 4, 5 lignes et 3 colonnes. Je veux changer toutes les valeurs de la première ligne et je veux qu'elles soient égales à 0. Eh bien, ce que je peux faire, c'est ici faire un indissage à 0 et dire que c'est égal à 0. Ça, ce 0 là indique que l'on veut récupérer la première ligne, et là si je fais ça et que j'exécute avec CTRL-Entrée, notre matrice 10, 11, 12, moins 6, moins 5, moins 4, etc. devient 0, 0, 0, moins 6, moins 5, moins 4. Donc vous voyez bien que la première ligne, toutes ces valeurs sont devenues des zéros. Alors cette écriture, ça marche également ici. Si nous avions voulu, hop, changer la deuxième ligne, vous voyez que la deuxième ligne est devenue à 0. Et enfin, si nous avions voulu infecter une autre valeur, par exemple à la première ligne la valeur moins 3, vous pouvez voir qu'à présent, nous avons toutes les valeurs moins 3. Donc ça, déjà, c'est une écriture qui est très très puissante.
Regardons comment affecter un vecteur à la ligne d'une matrice. Je vais réutiliser la même matrice que précédemment, mais cette fois-ci, sa première ligne, eh bien, je vais l'égaliser avec un vecteur. Alors, matrice de 0 est égale, et là, je vais créer un vecteur, np_array, et je vais mettre les valeurs 404, 60 et 100. Réaffichons notre matrice. Ce que l'on peut constater, c'est que la première ligne qui était constituée des valeurs 10, 11, 12 est devenue une ligne 404, 60, 100. Donc, les valeurs du vecteur ici ont bien été affectées à notre ligne. On peut regarder ce qui se passe si notre vecteur est plus grand que notre ligne. Vous voyez ici que notre ligne est constituée de 3 éléments et notre vecteur aussi. Mais que se passe-t-il si dans notre vecteur nous avions 5 éléments? Par exemple, 404, 60, 100, 10 et 54. Et bien là, on obtient une value error. En effet, il n'a pas réussi à affecter les valeurs du vecteur à notre ligne. Donc, il faut faire très attention aux dimensions lorsque vous faites une affectation de ce genre. Je peux également vous montrer un petit truc ici, ou en tout cas une autre affectation, c'est tout simplement d'égaliser la première ligne avec la deuxième. On va récupérer la valeur de la deuxième ligne pour l'insérer dans la première. Ici, on peut écrire matrice 0 est égale à matrice 1. Donc, la première ligne est égale à la deuxième ligne. La deuxième ligne étant un vecteur, un ND_array contenant les valeurs -6, -5, -4. On va avoir nos deux premières lignes qui sont égales, avec les valeurs -6, -5 et -4. Il est également possible d'affecter les valeurs d'une liste à la ligne d'une matrice. Regardons ça. On va réutiliser encore une fois la même matrice, et cette fois-ci, je vais affecter à la dernière ligne une liste Python. Donc une liste Python s'écrit entre crochets comme ceci, et je vais affecter les valeurs 101, 44 et -89. Regardons ce qu'est devenu notre matrice. La dernière ligne était constituée des valeurs 121, 323, 454, et à présent, elle est constituée des valeurs 101, 44, -89. Donc, il est possible d'affecter les valeurs d'un objet liste à des valeurs d'un objet ND_array. Donc ça peut être très pratique également. Jusque-là, nous avons vu comment changer les lignes, mais vous pouvez également changer les colonnes. Alors, regardons ici. Encore une fois, je vais réafficher la même matrice, donc cette matrice constituée de 5 lignes et de 3 colonnes, mais je vais changer la dernière colonne. Pour ce faire, je vais ici indiquer le double point avant la virgule pour indiquer que je veux récupérer toutes les lignes, et par contre je vais donner une colonne spécifique, la dernière. Cette écriture veut dire je veux récupérer toutes les lignes de la dernière colonne, autrement dit je veux récupérer la dernière colonne. Cette dernière colonne, je vais lui affecter la valeur 0. Affichons à présent notre matrice, et vous pouvez constater que notre dernière colonne est remplie de valeurs 0, donc nous avons bien réussi à affecter une même valeur à une colonne. Comme pour les lignes, il est possible d'affecter un vecteur à la colonne d'une matrice. Je vais affecter un vecteur à la deuxième colonne, donc la deuxième colonne qui est à l'indice 1. Alors pardon, ici c'est double point virgule. Et enfin l'indice 1, donc je récupère toutes les lignes de ma deuxième colonne, et là on peut affecter un vecteur, donc ici je vais affecter les valeurs -5, -4, -3, -2 et -1. Regardons ce que cela donne, et là vous pouvez voir que notre deuxième colonne contient les valeurs -5, -4, -3, -2 et -1. On peut bien entendu affecter les valeurs d'une liste à la colonne d'une matrice. Je vais ici changer la première colonne, pour ça double point virgule 0. Et là je vais affecter une liste, donc comme nous avons 5 lignes, ça veut dire que nos colonnes sont constituées de 5 éléments, donc il va nous falloir 5 valeurs. Et là je vais affecter les valeurs -10, -8, -6, -4 et 3. À présent, affichons notre matrice. Et là, vous voyez que la première colonne est égale à -10, -8, -6, -4 et -3.
On peut également changer toutes les valeurs d'une matrice. Pour ça, il faut utiliser l'écriture double point, virgule, double point. Cela signifie que je veux toutes les lignes, cela signifie que je veux toutes les colonnes, donc je veux toutes les lignes et toutes les colonnes de ma variable matrice. Et là, je peux lui affecter une valeur, par exemple 0, et si j'affiche ma matrice, eh bien là, vous voyez que j'ai une matrice possédant les mêmes dimensions, 5 lignes, 3 colonnes, sauf que toutes les valeurs sont à 0. Il ne faut pas confondre cette écriture ici avec l'écriture matrice est égale à 0. Car ici, vous allez affecter à votre matrice la valeur 0 et du coup, celle-ci va devenir un nombre entier et ne sera plus un ND array. Pour être bien sûr que vous affectez à toutes les valeurs de votre matrice la valeur 0, il est impératif ici d'écrire double point, virgule, double point. Intéressons-nous maintenant à l'affectation de valeurs avec le slicing. Nous allons en premier voir comment affecter une valeur au croisement des lignes 2 et 3 et des colonnes 2 et 3 d'une matrice 5-5. Alors je vais tout d'abord copier-coller une matrice que j'ai créée ici. Donc vous voyez, j'ai une matrice nommée matrice, on ne change pas les bonnes habitudes, et vous voyez que nous avons 5 lignes et 5 valeurs par ligne. À présent, regardons comment récupérer les lignes 2 et 3 et les colonnes 2 et 3 de notre matrice 5-5. Donc ici, je vais écrire matrice de double point 4, virgule, de double point 4, et là est égal à 0. Alors, je pars de la ligne à l'indice 2 et je vais jusqu'à la ligne à l'indice 4 exclu, autrement dit je prends les lignes 2 et 3, je pars de la colonne à l'indice 2 et je vais jusqu'à la colonne à l'indice 4 exclu, donc je prends les colonnes 2 et 3, et ces lignes et ces colonnes, je veux leur affecter la valeur 0. Regardons à quoi ressemble notre matrice avant et après. Alors attendez, je vais mettre ici un petit espace, ça sera plus facile, voilà. Donc nous avons une matrice ici 5, 5 dont les valeurs vont de 1 à 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc., etc. Et ici, nous avons à partir de la ligne à l'indice 2, donc de la troisième ligne, et de la colonne à l'indice 2, donc à la troisième colonne, nous avons les valeurs 0, et vous voyez ici que ce petit carré là, ce carré de valeur a ses valeurs à 0, c'est bien le carré que nous avons sélectionné avec notre slicing ici. Prenons un deuxième exemple et regardons comment affecter la valeur 0 aux deux dernières colonnes et à la première ligne exclue. Pour ça, je vais ici réafficher ma matrice et je vais faire matrice de 1 double point. Donc je veux prendre toutes mes lignes sauf la première, donc je commence à l'indice 1 qui est la deuxième ligne, et enfin je veux mes deux dernières colonnes, donc je fais un indice négatif moins 2, double point. À toutes ces valeurs, je veux les changer par la valeur 0. Affichons notre matrice, donc je vais refaire la même chose que précédemment pour qu'on puisse voir les deux matrices l'une en dessous de l'autre. Et là, vous pouvez voir que nous avons une matrice donc normale, enfin celle que nous avions instanciée avec les valeurs allant de 1 à 25. Et ici, nous avons nos deux dernières colonnes avec la première ligne exclue, où toutes les valeurs ont été passées à 0. Donc vous pouvez voir qu'avec le slicing et l'indissage, qu'on peut appeler aussi l'indexing, on peut absolument changer n'importe quelle valeur d'un ND array, et ça n'importe où et à n'importe quel endroit. Donc c'est extrêmement puissant, et il faut absolument le maîtriser pour pouvoir faire après des calculs mathématiques performants, ou tout simplement savoir comment manipuler et jongler avec les ND arrays aisément. Maintenant, nous allons voir les element-wise properties, qui sont en français les propriétés élément par élément. Une propriété est dite élément par élément quand une fonctionnalité va changer les éléments d'un ND array un par un. Donc regardons ce qu'il se passe avec l'addition et justement définissons ce qu'est une propriété élément par élément. Je vais créer un vecteur contenant 3 valeurs, donc ici les valeurs 1, 2, 3, et à présent additionnons le nombre entier 1 à notre vecteur. Vous pouvez voir que l'on obtient un autre vecteur contenant lui également 3 valeurs, les valeurs 2, 3, 4. Toutes les valeurs de notre vecteur d'entrée se sont vues incrémenter de 1. Le 1 plus 1 a donné 2, le 2 plus 1 a donné 3, et le 3 plus 1 a donné 4. Ça,
c'est une propriété élément par élément, puisque tous les éléments se sont vus modifiés par la même propriété, à savoir l'ajout de 1. Cela va marcher également pour les ND arrays de dimension 2, donc pour les matrices. Donc ici, je crée une matrice de dimension 3, 3, et je vais ajouter 1 à tous ces éléments grâce à l'opérateur plus et le nombre entier 1. Là, vous pouvez voir que la ligne 1, 2, 3 est devenue 2, 3, 4, la ligne 3, 4, 5 est devenue 4, 5, 6, et la ligne 5, 6, 7 est devenue 6, 7, 8. Donc tous les éléments de la matrice ont été incrémentés de 1. Petit rappel sur les listes et l'opérateur plus, donc on en a déjà parlé dans l'épisode précédent, mais c'est bon de le rappeler, que l'opérateur plus, en ce qui concerne les listes, eh bien, lui, il essaie de faire une concaténation et non une addition. Donc si je fais liste plus 1 ici, cela me donne un type error. En effet, il n'arrive pas à concaténer une liste et un nombre entier. Donc c'est pour ça que nous avons besoin des ND arrays, c'est pour faire des manipulations mathématiques, les listes n'étant pas faites pour ça. Regardons comment additionner la ligne d'une matrice à un vecteur. Et d'un vecteur, pardon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier un vecteur et une matrice ici. Donc, nous avons un vecteur de dimension 3 possédant 3 valeurs 0, 1, 2 et une matrice de dimension 3, 3. Additionnons la première ligne au vecteur. Ici, matrice 0 plus vecteur. Et là, vous voyez, on obtient 1, 3, 5. Donc, il a été fait une addition entre la première ligne et ici, le vecteur. 1 plus 0, ça a donné 1, 2 plus 1, ça a donné 3, et 3 plus 2, ça a donné 5. Pour que le changement soit pris en compte, vous pouvez faire ici matrice 0 est égal à matrice 0 plus vecteur, et ensuite afficher votre matrice pour voir le changement. Là, vous voyez que la première ligne est bien devenue 1, 3, 5, alors qu'avant, elle était égale à 1, 2, 3. Il est également possible d'additionner un vecteur à toutes les lignes d'une matrice. Je vais ici recopier-coller les matrices et vecteurs précédents, et je vais additionner mon vecteur à toutes les lignes. Pour ça, c'est très simple, il suffit d'écrire matrice plus vecteur, et là, quand je fais CTRL-Entrée pour exécuter ma cellule, on voit que ce vecteur-ci a été ajouté à toutes les lignes. Donc, il a été fait 0 plus 1, ça a donné 1, 1 plus 2, ça a donné 3, et 2 plus 3, ça a donné 5. Ensuite, on a eu 0 plus 3, ça a donné 3, 1 plus 4, ça a donné 5, et 2 plus 5, ça a donné 7. Et pour terminer, nous avons eu 5 plus 0, ça a donné 5, 6 plus 1, ça a donné 7, et 7 plus 2, ça a donné 9. En ce qui concerne la soustraction, là, l'ordre va être important. En effet, si vous faites une soustraction entre deux vecteurs, s'ils sont écrits l'ordre dans lequel vous allez écrire la soustraction est importante, puisque sinon cela ne donnera pas le même résultat. Donc je vais faire un print ici de vecteur 1 moins vecteur 2, et je vais faire un print de vecteur 2 moins vecteur 1. Donc ici, j'ai juste à inverser les valeurs. Et là, vous pouvez constater que nous n'avons pas du tout les mêmes vecteurs en résultat. Vecteur 1 moins vecteur 2, ça donne 2, 4, 6, 8. Et vecteur 2 moins vecteur 1, ça donne moins 2, moins 4, moins 6, moins 8. Ce qui est normal, puisqu'ici, si on fait 1 moins moins 1, cela donne 1 plus 1, cela donne 2. Alors que si nous faisons moins 1, moins 1, cela donne moins 2. Donc, contrairement à l'addition, l'ordre importe lors d'une soustraction. À présent, regardons le fonctionnement de la multiplication. Je vais créer un vecteur contenant 3 valeurs, toujours le même, 0, 1, 2, et je vais multiplier celui-ci par 2. On obtient le vecteur 0, 2, 4, donc là, chaque élément a été multiplié par 2, 0 fois 2, ça donne 0, 1 fois 2, ça donne 2, et 2 fois 2, cela donne 4. Il est possible également de multiplier une matrice par une valeur. Donc je rappelle qu'une matrice, c'est un ND array de dimension 2. Ici, j'ai une matrice 3, 3 avec les valeurs 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Et je vais multiplier toutes les valeurs par 2. C'est pour ça qu'on parle de propriété élément par élément. C'est que tous les éléments sont modifiés. Et là, vous pouvez constater que le 1 est devenu un 2, le 2 est devenu un 4, le 3 est devenu un 6, etc. etc. Il est possible de multiplier la ligne d'une matrice par une valeur. Alors, regardons cela. Je vais reprendre ma matrice au-dessus, hop, et cette fois-ci, je vais faire matrice de 0 fois 3. Vous pouvez constater
que la première ligne a été multipliée par 3 et nous obtenons les valeurs 3, 6, 9. 1 fois 3, ça fait 3. 2 fois 3, ça fait 6. Et 3 fois 3, cela fait 9. Il est possible, comme pour la somme, de multiplier toutes les lignes d'une matrice par un vecteur. Donc ici, je vais récupérer mon vecteur et ma matrice pour que vous les ayez sous les yeux. Et je vais faire matrice fois vecteur. Vous pouvez constater que le vecteur, chaque élément du vecteur a été multiplié par l'élément correspondant dans la matrice. Donc le premier élément du vecteur, ici le 0, a multiplié le premier élément de chaque ligne. Le deuxième élément du vecteur a multiplié le deuxième élément de chaque ligne. Et le troisième élément du vecteur a multiplié le troisième élément de chaque ligne. Donc ici, cela nous donne une première colonne qui est à 0 puisque chaque élément a été multiplié par 0. Cela nous donne la même colonne que précédemment puisque la colonne du milieu a été multipliée par 1 et la dernière colonne a été multipliée par 2. Donc le 3 est devenu un 6, le 5 est devenu un 10 et le 7 est devenu un 14. Terminons par la division. Donc il est possible de diviser deux vecteurs entre eux. Ici, je vais créer deux vecteurs, donc j'ai déjà procédé à l'affichage. Hop, je vais instancier mes vecteurs au-dessus. Je vais créer vecteur 1 et vecteur 2, tous les deux contenant 4 valeurs. Et je vais diviser le vecteur 1 par le vecteur 2 et le vecteur 2 par le vecteur 1. Donc quand j'exécute ma cellule avec CTRL-Entrée, on obtient deux vecteurs différents. En effet, l'ordre importe lors de la division comme pour la soustraction. La division vecteur 1 par vecteur 2 n'est pas la même que la division vecteur 2 par vecteur 1. Là, ici, pour vecteur 1 divisé par vecteur 2, on va avoir 2 divisé par 2 qui donne 1, 4 divisé par 2 qui donne 2, 6 divisé par 2 qui donne 3, alors que pour le vecteur 2 divisé par vecteur 1, on va avoir 2 divisé par 2, ça donne 1, 2 divisé par 4, ça donne 0,5, 2 divisé par 6, ça donne 1 tiers, et 2 divisé par 8, ça donne 1 quart. Donc c'est différent. La division est la dernière notion que je vous présente dans ce tutoriel numéro 2, manipuler les ND-arrays. J'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner ou à me laisser un petit commentaire pour m'encourager et me motiver. Sachez que dans la description, vous pouvez retrouver le notebook du cours des exercices et de la solution des exercices pour ce tutoriel numéro 2. Dans la vidéo suivante, nous allons justement faire ces exercices. Donc je vais vous présenter les énoncés et les solutions, et puis à vous ensuite de vous amuser à les résoudre. Et enfin, dans le tutoriel numéro 3, nous verrons les types de données. D'ici là, amusez-vous bien avec NumPy.